Nous démarrons tout de suite, sans plus tarder, donc cette première session parallèle. La session 1.1 sera consacrée essentiellement à l'analyse de données, qui était un des thèmes de la conférence. Cette session regroupera 5 présentations. Je suis très heureux d'accueillir INRIA et Akani pour cette première présentation. L'INRIA est représenté par Fabien Lotte, qui est le directeur de la recherche de l'équipe Potioc, et Yannick Davio, qui est expert facteur humain dans l'équipe d'Akiani. Vous avez à peu près 25 minutes de présentation, et puis on essaiera de garder 5 minutes pour les questions. Je me ferai les relais de ces questions. Voilà. Merci à vous, et à vous la parole. Merci. Je te laisse la parole, Fabien, peut-être pour... Ouais, je me présente. Je te laisse te présenter, ouais. D'accord. Très rapidement, merci pour l'introduction. Moi, effectivement, je suis directeur de recherche dans l'équipe Potioc, une équipe d'INRIA Bordeaux Sud-Ouest. Ici à Bordeaux, juste à côté de là où vous êtes physiquement. Et je suis un chercheur spécialisé dans les interfaces cerveau-ordinateur. Voilà. Je te laisse la parole, Yannick. Merci. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de Data Aquitaine de nous accueillir pour cette conférence. Je vois que le PowerPoint apparemment a des petits loupés. On va faire avec. Ça devrait quand même aller. Écoutez, moi je m'appelle Yannick Davio, je suis expert effectivement en performance humaine chez Akani. Et aujourd'hui, en fait, on a le plaisir de pouvoir vous partager les travaux qu'on a fait, notamment à propos de la genèse d'un outil permettant la reconnaissance des états cognitifs. Vous le verrez du coup appliqué à l'e-sport en particulier, et surtout la manière dont étaient articulés les efforts entre ce projet et puis l'expertise de l'INRIA pour aboutir à ce projet-là. Juste pour préciser en particulier, parce qu'on ne voit pas les logos, c'est un projet qui a été soutenu par la région avec un accompagnement Unitech également. Et puis on a le GS Bordeaux, qui est l'Education Gaming School de Bordeaux, une école de e-sport qui nous a accompagnés. Et puis on a eu également l'occasion de collaborer un petit peu avec le Gaming Campus de Lyon. Alors pour rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, je ne sais pas si la slide elle va avancer, elle ne veut pas avancer. Ok, ça c'est les joies du direct. Je ne sais pas si du côté de la régie, vous pouvez le faire avancer, vous. Très bien, merci beaucoup. Oui, pour parler de la genèse du projet, le mieux c'est déjà de vous expliquer en 2 mots ce qu'est le cœur de métier d'Akani, surtout pour comprendre pourquoi ce projet-là a émergé. Donc en fait, Akani, c'est une agence de design par les usages, aussi appelée expérience utilisateur, et dont le cœur de métier, c'est de comprendre les comportements humains associés à des besoins, à des freins, à des opportunités, dans les interactions avec l'environnement. Alors quand on parle de ces interactions avec l'environnement, ça peut être des produits digitaux, ça peut être des services par exemple. Et le but, c'est qu'une fois qu'on a compris justement ces interactions, ces freins, ces besoins, on peut proposer des solutions qui sont les plus adaptées possibles à l'usage. Et donc vous comprenez bien que dans ce cadre-là, la compréhension des interactions humaines, et donc l'humain en particulier, ça fait partie du cœur de métier, et une compréhension fine justement de l'humain fait partie du cœur de métier. Ouais. Ok, c'est bon, ça avance. Dans ce cadre-là, la compréhension humaine, donc effectivement, est au centre de nos préoccupations, et c'est pour ça que depuis le début de l'activité, on porte également une activité de recherche et développement en interne, qui vise à proposer des approches qui vont être plus rapides, plus fiables, plus démonstratives, donc à la fois pour le client, mais à la fois également pour les équipes en interne. Un des fondements de cette approche de recherche et développement, c'est l'opérationnalisation de méthodes qui vont être issues de la littérature scientifique, en particulier de la psychologie cognitive, des neurosciences comportementales et de la physiologie. Mais pas que, hein, on se limite pas à ça. Dans le cadre de ce que je vais vous présenter, ça sera effectivement le cas. Du coup, par rapport à l'écosystème dans lequel on est, on a pu multiplier des échanges. Alors, à la fois sur des thématiques qui vont pas être forcément orientées sur de la pratique sportive, on a des thématiques qui sont bien plus larges, mais dans le cadre d'un de nos échanges avec les réseaux, on s'est rendu compte qu'il y avait une émergence du besoin dans la performance e-sportive. Donc, très rapidement, pour les personnes qui connaissent pas trop ce domaine, le e-sport, en fait, c'est, on va dire vulgairement, de la compétition en jeux vidéo. Ça ne concerne pas nécessairement que des jeux de sport, entre guillemets, comme pourrait l'être FIFA dans le foot, mais ça peut être d'autres types de jeux, en fait tout type de jeu sur modèle compétitif. Et donc on comprend bien qu'il y a, on le voit apparaître aujourd'hui, des enjeux
financiers qui sont extrêmement importants, et qui dit enjeux financiers dit enjeux de performance qui sont également extrêmement importants. Dans le cadre de nos échanges, en particulier donc avec l'Education Gaming School de Bordeaux et de ses représentants, donc ici vous avez Tony qui est un ancien joueur pro sur un jeu qui s'appelle League of Legends, mais qui est également coach à l'EGS, mais également avec les élèves, enfin, les élèves joueurs, et puis les encadrants. Encadrement, on s'est rendu compte qu'il y avait donc des besoins de performance, et en particulier des besoins qui allaient concerner à la fois les briefings, donc allait avoir des briefings qui vont être plus rapides, qui vont être plus précis. Il allait avoir également le besoin d'appuyer les retours des coachs dans le cadre du briefing, mais également dans le cadre du suivi des joueurs. Et puis pour ce qui est des structures, un besoin qui concernait la détection de futurs talents, le suivi de ces futurs talents, et puis également l'accompagnement, enfin la capacité à pouvoir faire un retour aux parents, par exemple, lorsqu'on est en train d'accompagner les jeunes joueurs, pour montrer que l'accompagnement est carré. Donc des besoins qui vont être assez bien identifiés. Il y a d'autres besoins, bien évidemment. Là, je vous rapporte que des besoins qui concernaient notre projet. Mais ces besoins-là, ce sont des besoins latents, et on s'est dit que il y avait une possibilité de répondre à ces besoins-là, en particulier en proposant une approche dans laquelle on allait fournir un outil au débriefing et un outil au suivi, qui sont aujourd'hui les étapes centrales à la progression. Ce que vous voyez à gauche, c'est une projection de ce qu'on avait un petit peu en tête. Pour ceux qui reconnaissent, c'est issu d'un jeu qui s'appelle League of Legends. C'est une petite timeline, donc vous voyez le temps sur l'axe horizontal. Et puis vous avez différents événements qui sont pointés sur ce temps-là, à partir des événements de jeu, quel moment vous avez tué un ennemi, à quel moment vous avez détruit un objectif. Et l'idée, ça aurait pu être de rajouter c'était de rajouter sur cet élément de débriefing-là, de nouveaux éléments de débriefing, en particulier en ce qui concerne les temps forts et les temps faibles de jeu. Donc les intentions, en particulier de jeu des joueurs. Partant de ce constat-là, on a fait l'hypothèse qu'il était possible d'objectiver ces temps forts et ces temps faibles grâce à une détection par classification automatique. Et les datas en entrée étaient des datas issues de la physiologie. Donc l'idée, c'était de se dire que grâce à la signature physiologique des états cognitifs associés à des temps forts et des temps faibles, on serait en capacité de pouvoir détecter automatiquement des temps forts, des temps faibles de jeu, pour faire en sorte d'aboutir à nos objectifs, à savoir être capable de débriefer plus vite, plus précisément, plus rapidement. Mince, pardon. Hop. Voilà, le problème. Alors, parmi les solutions qui ont été identifiées, donc je vous ai dit à l'instant que, issu de la littérature, notre hypothèse de travail, c'était de se dire que dans les signaux physiologiques, il y avait des traces des états cognitifs que nous cherchions. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu, mais le problème, c'est que jusqu'à présent, rien n'était fait dans le cadre du e-sport, rien n'était fait dans le cadre des états cognitifs que nous voulions caractériser. Et donc, un des premiers verrous théoriques que nous voulions vérifier, pour lesquels nous avons eu besoin du support de l'INRIA, c'était de s'assurer que la signature des états cognitifs que nous cherchions, temps fort, temps faible, existait effectivement dans les signaux pressentis. Une des raisons pour lesquelles ce verrou théorique-là a été identifié, c'est qu'effectivement, on était dans le cadre d'états aujourd'hui, on était dans le cadre d'états cognitifs qui était assez large. Jusqu'à présent, la littérature s'intéresse plutôt à de la fatigue, à de la charge cognitive, pourquoi pas des émotions, qui sont également des états un peu plus larges, mais qui sont raffinés dans le cadre de la pratique, dans le cadre, de l'expérimentation. C'est-à-dire que vous avez de l'expérimentation de laboratoire dans lequel tout est standardisé. Là, dans le cadre du jeu en e-sport, on a un environnement qui va être ouvert, on a des changements d'état qui incluent à la fois de la stratégie, qui incluent à la fois de l'émotion, qui incluent différentes dimensions. Et donc, bien que rationnellement, théoriquement, on était en capacité, on est en capacité de pouvoir se poser la question, est-ce qu'on est capable de détecter les états cognitifs voulu dans les signaux physiologiques, ça restait un verrou qu'il fallait aller vérifier. Ça, c'est le premier verrou. Le deuxième verrou qui a été constaté à l'époque, c'était de savoir comment s'affranchir de l'inconsistance des résultats qui sont obtenus avec 3 capteurs analysés respectivement. Alors, quand je parle des 3 capteurs analysés respectivement, on a fait le parti pris, pour plein de raisons différentes, de choisir l'activité électrodermale, donc la sudation, l'activité sudoripare prise au niveau des doigts, la fréquence cardiaque, et donc la signature de la fréquence cardiaque qui
les signatures dans la fréquence cardiaque qui sont révélatrices de la cognition. Et puis la dilatation de la pupille, aussi l'évaluation de dilatation de la pupille. Une des problématiques, effectivement, qui est constatée, c'est que lorsqu'on analyse ces signaux séparément, de par leurs caractéristiques, ces signaux, de temps en temps, ne rapportent pas exactement les mêmes résultats. Ils ont une origine commune, mais les effecteurs finaux vont être distincts. Donc, typiquement, les glandes sudoripares réagissent de manière différente que le cœur. On n'obtient pas les mêmes signaux électrophysiologiques, elles ont pas les mêmes caractéristiques. Et donc l'idée, c'était de se dire, ok, théoriquement, on a dans ces trois signaux-là un message commun. Comment faire en sorte de faire émerger ce message commun-là, en considérant que ces trois signaux-là sont des sous-manifestations d'un même phénomène commun. Et donc l'idée, ça a été l'idée proposée à l'INRIA et puis les échanges qu'on a eu autour de tout ça, c'était de faire de la fusion de capteurs justement pour pouvoir revenir à un niveau de lecture qui allait être a priori, qui allait nous permettre d'obtenir des résultats qui allaient être plus homogènes. Excusez-moi, je clique sur mon ordi en même temps, du coup c'est pour ça que ça passe pas les slides. Dans la mise en pratique, comment est-ce que ça s'est passé? En fait, pour pouvoir mesurer, pour pouvoir réaliser cette démarche de recherche, il a fallu qu'on ait des échanges, en particulier avec l'équipe de Fabien et puis Dan. Excusez-moi, je crois que mon chien est pas d'accord avec moi. Avec l'équipe de Fabien, donc, et puis avec Dan, qui est un des ingénieurs de l'INRIA qui a bossé avec nous, pour savoir quelles étaient les caractéristiques des signaux qu'il allait falloir que l'on récupère pour être sûr d'avoir des signaux qui soient de bonne qualité et qui nous permettent de réaliser la démarche telle qu'on voulait la faire, la démarche exploratoire telle qu'on voulait la faire, mais également, indépendamment de la qualité des signaux, des caractéristiques de ces signaux-là, quelles étaient finalement les situations qu'il allait falloir qu'on mesure. Et donc, dans ce cadre-là, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, nous avions trois types de capteurs. On a fait des mesures sur 38 joueurs, donc de l'Education Gaming School de Bordeaux, des données activité électrodermale et puis activité cardiaque ECG qui étaient enregistrées à 1000 Hz, des données pupillométriques qui étaient enregistrées à 50 Hz, et puis des parties, alors qui variaient dans le temps. Ça fait partie aussi des difficultés qui étaient liées aux analyses, et Fabien pourra vous en parler juste après, des données qui correspondaient à 20 à 40 minutes de parties par joueur, puisque ces parties-là ne pouvaient pas être standardisées. Les mesures étaient effectuées pendant une game, donc pendant une partie, voilà. Nous avions également de multiples mesures baseline. C'est ce que je disais juste avant. C'était l'idée de se dire, est-ce qu'on a de quoi tester nos approches? Alors, je ne vais pas vous en parler précisément parce qu'on les garde un petit peu voilà, on a un peu de propriété intellectuelle à garder sur ça aussi. Mais parmi ces mesures baseline-là, on va avoir des mesures de repos, on va avoir des mesures sur différentes tâches cognitives de référence, et puis des mesures qui vont correspondre à la partie juste avant une partie justement de jeux vidéo. Et ce que je vous disais juste avant, c'est qu'effectivement, nous enregistrions donc la dilatation pupillaire, nous enregistrions l'activité électrodermale au niveau des doigts. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y avait une interférence entre finalement les mouvements qu'on pouvait avoir au niveau des doigts, la gêne que ça pouvait représenter pour les joueurs, le placement des électrodes, puisque vous voyez qu'elles ne sont pas placées de manière classique, mais un petit peu plus bas. Alors bon, du coup, conformément aux recommandations internationales, malgré tout. Tout ça, ça a fait l'objet de pré-tests, bien évidemment, et on s'est rendu compte que c'était la manière la plus optimale de pouvoir mesurer ces signaux-là. Et puis l'activité cardiaque, donc la fréquence cardiaque, et puis tout ce qui en dépend, grâce à 3 électrodes placées au niveau du cœur. Pareil, en fonction des recommandations scientifiques internationales. Les retours verbaux de nos joueurs ont été collectés juste après une partie. C'est-à-dire que on a enregistré une vidéo de leur partie, on avait un entretien d'autoconfrontation qui se réalisait juste après la partie, dans lequel en particulier on allait leur demander d'aller étiqueter les temps forts et les temps faibles des parties. Voilà. Pour ce qui est de la partie analyse, par contre, je vais laisser la parole à Fabien, que je remercie du coup pour son implication dans ce projet-là et puis pour la qualité de l'accompagnement qu'il nous a proposé. Merci beaucoup Yannick. Merci à tous, vous voyez bien les slides, parfait.
Donc, comme disait Yannick, dans ce projet, nous, à INRIA Bordeaux, on a apporté notre expertise en analyse, en traitement et en classification de signaux physiologiques. C'est notamment des choses qu'on fait dans l'équipe qui s'appelle POTIOC, ici à INRIA Bordeaux. Donc POTIOC, en fait, c'est une équipe d'interaction humain-machine en général. Donc on y fait des choses comme de la réalité mixte, par exemple réalité virtuelle, réalité augmentée, interaction tangible, de l'interaction cerveau-ordinateur, donc interagir avec un système en utilisant uniquement son activité cérébrale, ou la connexion entre les deux, c'est-à-dire par exemple de l'interaction physiologique. Donc dans cette équipe, moi je suis notamment en charge de tout ce qui est recherche sur les interfaces cerveau-ordinateur, le traitement et la classification des signaux cérébraux et des signaux physiologiques, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et qu'on a collaboré avec plaisir avec Akiani, et aussi la neuroergonomie, c'est-à-dire l'étude du cerveau au travail dans la vraie vie hors du laboratoire. Et donc sur ce projet, on a notamment travaillé aussi avec INRIA Tech, qui est un service INRIA dédié notamment au transfert de technologies vers l'industrie. Et donc on a beaucoup travaillé avec Dan Dutartre, qui est un ingénieur de recherche spécialisé en machine learning et qui s'est intéressé, qui a beaucoup travaillé sur tout l'aspect justement analyse de données et implémentation des algorithmes. Donc l'idée là, je voudrais vous donner une vue d'ensemble de l'approche qu'on a mise en place et notamment de ce qu'on a étudié, de ce qu'on a exploré. Donc d'abord, je vais présenter globalement le pipeline global de ce qu'on a fait pour analyser ces signaux physiologiques et essayer d'estimer l'état cognitif des joueurs. Et ensuite, je vous montrerai un peu plus en détail pour chacune des briques de ce pipeline quelles sont les méthodes qu'on a explorées et étudiées. Donc globalement, on a étudié une approche, on a suivi une approche de reconnaissance de forme un peu standard. Donc l'idée, c'est qu'on avait nos 3 signaux physiologiques, donc la pupillométrie, l'activité cardiaque ECG et l'activité électrodermale EDA. Et en fait, pour chacun de ces signaux, on a extrait différentes caractéristiques qui vont les représenter. Et notamment, on a extrait des caractéristiques qui représentent les signaux dont on sait qu'elles varient en fonction de l'état cognitif ou de l'état affectif de l'utilisateur, d'après la littérature scientifique. Donc on a extrait un grand nombre de caractéristiques pour chacun de ces types de signaux parce qu'on ne savait pas lesquels allaient représenter a priori les plus sensibles au temps fort ou au temps faible dans le jeu. Ensuite, on a combiné toutes ces caractéristiques et on a choisi le meilleur sous-ensemble avec des algorithmes de sélection caractéristique automatique pour trouver les meilleures caractéristiques et les meilleures combinaisons de caractéristiques. Donc pour ça, on a utilisé un algorithme, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle MRMR, Maximum Relevance Minimum Redundancy. Ça nous a donné un sous-ensemble de caractéristiques pertinentes qu'on a ensuite normalisé de façon notamment à pouvoir gérer la grande variabilité inter-individu, inter-joueur qu'il y a sur ce type de signaux physiologiques. Et enfin, on a donné ça à un classifieur, un algorithme qui allait apprendre à reconnaître quelles caractéristiques correspondent aux états cognitifs de temps fort et de temps faible pour les joueurs. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu les différentes approches et algorithmes qu'on a explorés pour chacune de ces briques. Mais avant de rentrer dans les détails, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi on fait ça? Pourquoi on a suivi cette approche? Pourquoi on s'embête à extraire des caractéristiques, les sélectionner, les classifier, etc. Pourquoi on ne fait pas, par exemple, de l'apprentissage profond? J'imagine qu'on va beaucoup entendre parler de ça aujourd'hui dans cette conférence. En fait, il y a plusieurs raisons pour qu'on ne fait pas ça. On a des bonnes raisons, on espère de ne pas faire ça. La première, c'est que les signaux physiologiques sont des signaux qui sont généralement bruités, notamment dans un contexte comme celui d'un jeu où c'est hors laboratoire et non contrôlé. Surtout, les signaux physiologiques sont des signaux qui sont très non stationnaires, c'est-à-dire qu'ils sont très différents d'une personne à l'autre, et aussi, même pour une même personne, ils changent au cours du temps, d'un jour à l'autre, ou même au sein de la même journée, ou même au cours de quelques minutes. Et enfin et surtout, avec ce type de signaux, et c'était le cas ici, mais c'est le cas dans la plupart des bases de données existantes, on a très peu de données de calibration. Comme disait Yannick, sur une partie, on a entre 20 et 40 minutes de partie, donc c'est-à-dire qu'on a très peu de données. En pratique, on avait typiquement une quarantaine d'exemples par joueur et par état. Donc c'est-à-dire beaucoup moins de données que ce qu'on peut avoir dans des bases de données d'images ou de sons pour lesquelles les techniques d'apprentissage profond marchent bien. Et donc typiquement, on était dans un cas où ce genre d'algorithme ne marche pas bien. Donc en fait, quand on a comme ça peu de données, des données non stationnées et bruitées, il nous faut des modèles qui soient simples, qui soient stables et qui puissent, idéalement, beaucoup d'a priori pour pouvoir guider l'apprentissage vers des bons modèles, des bons classifieurs, même malgré le fait qu'on ait peu de données. Et donc justement, comme je disais, les modèles profonds, c'est des modèles qui sont complexes, qui sont instables et très gourmands en données, donc typiquement qui ne marchent pas sur ce genre de problème. Donc pour vous donner un exemple concret, c'est ce que vous pouvez voir à droite sur le slide. C'est des choses qu'on a étudiées très récemment, en fait, justement pour la classification d'états émotionnels dans des signaux physiologiques, en l'occurrence des signaux cérébraux. On a comparé différents types d'algorithmes. Là, sur une base de données où justement on avait, comme ici dans le cas avec les données des joueurs, très peu de données, environ seulement 40 exemples par état et par utilisateur.
Donc là, on a notamment utilisé les différents algorithmes, dont un algorithme profond. Alors, pas très profond, en vrai, il a assez peu de couches. Ça s'appelle d'ailleurs le Shallow ConvNet, qui a été mis en place spécifiquement pour la classification de signaux EG et qui est l'état de l'art dans le domaine. Et en fait, cet algorithme-là, ce réseau convolutionnel, il marche très bien quand il y a beaucoup de données, mais sur des petites bases de données, comme vous voyez ici tout à droite sur l'image, en fait, l'algorithme ne marche pas du tout. Il obtient des performances qui sont complètement au niveau du hasard. Donc c'est pour ça que dans le cas des données des joueurs, on avait également très peu de données. On est parti sur d'autres types d'algorithmes, dont je vais vous parler juste après. Donc en termes de données, comme disait Yannick, on avait des données de 38 joueurs. Et pour pouvoir calibrer nos algorithmes, pour pouvoir identifier les meilleures caractéristiques et entraîner les classifieurs, on pouvait se servir de deux vérités terrain différentes. Soit on pouvait utiliser des données qui étaient étiquetées avec l'état cognitif objectif des utilisateurs. Donc pour ça, on a utilisé différents tests cognitifs que les joueurs faisaient avant la partie et qui allaient les induire dans différents types d'états cognitifs et dont on avait des performances et des mesures objectives pour quantifier cet état. L'autre vérité terrain, c'était qu'on pouvait utiliser des données qui étaient étiquetées avec l'état subjectif des joueurs, puisque en fait, après la partie, les joueurs pouvaient revisionner leur partie et taguer en fait leur temps fort ou leur temps faible dans la partie, donc on pouvait utiliser ces données-là. Donc ces deux types de vérité terrain avaient à la fois des avantages et des inconvénients. Les tests cognitifs, ça a l'avantage que c'est des tests objectifs, donc on sait que les données sont bien étiquetées. Par contre, c'est dans un contexte qui est très différent de celui du jeu, puisque c'est un test cognitif et c'est pas le jeu. Donc potentiellement, il y a des différences de contexte. À l'inverse, la vérité terrain basée sur les retours, les tags des joueurs, là, du coup, c'est bien le même contexte, puisque c'est des données qui sont étiquetées pendant le jeu pour ensuite classifier l'état cognitif pendant le jeu également. Donc le contexte est le même. Par contre, c'est subjectif et donc potentiellement l'étiquetage n'est pas aussi bon. Donc on a exploré ces deux approches pour calibrer nos algorithmes. Et donc, comme je disais, on veut là discerner et classifier deux types d'états cognitifs, le temps fort et les temps faibles pendant le jeu. Donc, en termes de caractéristiques, comme je vous disais, l'idée c'était d'extraire un grand nombre de caractéristiques de chacun des types de signaux physiologiques, donc la pupillométrie, l'activité cardiaque ECG, l'activité électrodermale EDA. Donc en tout, on a extrait plus d'une centaine de caractéristiques différentes. Par exemple, pour la pupillométrie, on s'est intéressé à des statistiques du diamètre pupillaire, par exemple la moyenne, la variance, la kurtosis, etc. Les variations de ce diamètre pupillaire au cours du temps avec la puissance spectrale dans différentes bandes de fréquences adaptées à la pupillométrie. En fait, on sait que le diamètre pupillaire, c'est quelque chose qui change en fonction de l'état cognitif, par exemple en fonction de la charge mentale de l'utilisateur. Donc c'était assez intéressant de regarder ça. Du coup, on avait des données sur les yeux, on a aussi regardé tout ce qui était clignement, donc la fréquence des clignements des yeux, leur durée, etc. Parce qu'on sait que ça reflète aussi des choses comme la fatigue, par exemple. Pour l'électrocardiographie, l'activité cardiaque, là aussi on a extrait des statistiques du signal, moyenne, variance, aussi des puissances spectrales adaptées à l'ECG qui reflètent différentes informations. Et on s'est intéressé par exemple à la variabilité cardiaque, c'est-à-dire à la différence de temps entre différents pics dans l'ECG, entre différents battements cardiaques. Parce qu'on sait que ça aussi, ça change en fonction par exemple de l'effort mental ou de la charge mentale. Et enfin pour l'activité électrodermale, l'EDA, là aussi, différents types de statistiques du signal, les différentes puissances spectrales. Et on a regardé ce qui était à la fois le niveau de conductance cutanée et la réponse cutanée, c'est-à-dire à la fois les caractéristiques toniques, donc plutôt stables et qui évoluent lentement, et phasiques, qui évoluent de manière plus rapide, du signal. On sait par exemple que la réponse électrodermale à différents événements et stimulus, ça va refléter par exemple des choses comme l'excitation ou l'activation émotionnelle, donc qui sont potentiellement également intéressants pour ce qu'on veut faire. Donc on a extrait plein de caractéristiques comme ça. Et l'idée ensuite, comme je vous disais, c'était de sélectionner les plus pertinentes d'entre elles avec MRMR, cet algorithme de sélection de caractéristiques automatique, de façon à avoir un plus petit nombre de caractéristiques et donc pas avoir un problème de trop de données, trop de caractéristiques et pas assez de données pour apprendre les modèles. Ensuite, on s'est intéressé à la normalisation. Donc, c'était nécessaire pour deux choses, à la fois pour avoir des caractéristiques qui soient comparables entre types de signaux et entre mesures et entre caractéristiques qui traitent des signaux, mais aussi et surtout pour réduire la variabilité interjoueur. Comme je disais, c'est assez élevé, c'est même très élevé avec des signaux physiologiques. Potentiellement, ces signaux sont très différents d'une personne à l'autre, donc il fallait les rendre plus comparables pour que les modèles puissent apprendre quelque chose. Et donc, on a exploré différentes formules de normalisation, notamment par rapport à une ligne de base, une baseline. Comme disait Yannick, on en a eu plusieurs. Par exemple, on a eu des mesures de signaux au repos des joueurs avant la partie, donc on avait 5 minutes de signal au repos. Mais on peut aussi utiliser les minutes en début de partie où on sait que les joueurs ne sont pas encore dans l'action, ne sont pas encore en train de s'affronter, donc ils sont à peu près tous dans le même état, donc ça peut être aussi une manière de normaliser les données. Et en fait, à partir des caractéristiques extraites sur ces lignes de base, vous pouvez normaliser les signaux en soustrayant la baseline, en divisant par la baseline. Les équations, elles ont un peu souffert là, sur le slide, mais etc., etc. Et donc ça permet de réduire la variabilité interjoueur. Et enfin, dernière étape, c'était
à partir de toutes ces caractéristiques sélectionnées, normalisées, de les donner à différents types de classifieurs pour apprendre à reconnaître si tu as un temps fort ou un temps faible. Donc on a exploré 3 classifieurs différents ici, qui sont, comme je disais, des classifieurs et des modèles simples mais stables. Donc le premier, c'est l'analyse linéaire discriminante, LDA. Donc c'est une règle très simple qui consiste à avoir un hyperplan séparateur linéaire pour séparer les caractéristiques des 2 classes, donc ici temps fort, temps faible. On a aussi exploré des machines à vecteur support vector machine SVM. Donc là encore, c'est des vieux algorithmes, c'est des algorithmes qui marchent très bien justement, typiquement dans le cas où on a peu de données et beaucoup de caractéristiques, des données non stationnaires. Donc les machines à vecteur support, c'est aussi des algorithmes qui vont avoir des hyperplans linéaires séparateurs. Ça peut être non linéaire avec la technique du noyau qu'on a aussi exploré ici. Et l'idée, c'est qu'il y a des marges en plus pour pouvoir gérer le bruit, les variabilités, et aussi ça permet notamment de gérer les problèmes où on a peu de données d'apprentissage, des grandes dimensions, comme c'était le cas ici. Et enfin, on a exploré des random forests, des forêts aléatoires, qui consistent à avoir des arbres de décision. Donc ces arbres de décision, en fait, ils vont parcourir les différentes caractéristiques, et en fonction des valeurs de ces caractéristiques, si elles sont supérieures ou inférieures à un seuil, en fonction des différentes caractéristiques, décider si c'est un temps fort ou un temps faible. Et donc l'idée des forêts aléatoires, c'est d'avoir plein d'arbres comme ça, chacun construit sur un sous-ensemble aléatoire des caractéristiques. Et donc c'est encore une fois là, c'est un modèle simple, mais qui marche très bien quand on a peu de données d'apprentissage, qui était notre cas. Et donc je repasse la main à Yannick pour conclure sur ce que tout ça a donné. Je ne sais pas si oui, c'est bon, on m'entend. Merci beaucoup Fabien pour tout ça. Donc effectivement, à l'issue de toute cette analyse qui vous a été présentée par Fabien, donc on est arrivé sur un trio classifieur signaux normalisation idéal, donc également qu'on va garder un petit peu secret. Mais juste pour vous en dire, pour vous en dire 2 mots, la prédiction obtenue est quand même bien au-delà de l'aléatoire. Donc c'est-à-dire qu'on a a priori une classification qui marche, avec une marge encore de progression qui va être possible, hein, bien évidemment. En tout cas, on est arrivé sur un résultat qui était satisfaisant. Donc plutôt quelque chose d'agréable, un résultat qui nous a fait plaisir, bien évidemment. L'idée par rapport à ce résultat-là, bon, c'est pas de s'y arrêter, hein, bien évidemment, c'est d'appliquer cette fois-ci l'outil d'entraînement au débriefing d'e-sport. Donc, on a créé un outil. Maintenant, comment est-ce que cet outil peut s'intégrer? Comment est-ce qu'il va avoir de la valeur pour les joueurs? Comment est-ce qu'il va avoir de la valeur pour les coachs? Il faut bien évidemment qu'ils s'en servent pour qu'on puisse évaluer l'impact de cet outil-là. Donc ça, c'est une première piste d'application, d'évolution du projet. Une deuxième piste, bien évidemment, ça va être de pouvoir répliquer, améliorer les résultats avec des capteurs qui vont être portables. Dans l'idée, effectivement, on avait du capteur laboratoire, très dédié laboratoire, donc un signal qui va être a priori extrêmement clean. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas s'équiper de ce type de capteur-là. Donc l'idée, ça va être de pouvoir dégrader le signal entre guillemets, et voir si on arrive à des niveaux de classification qui sont également acceptables. Et puis enfin, l'idée, ça va être, je parlais tout à l'heure du cœur de métier d'Akiani, ça va être également de décliner cette approche-là à des domaines connexes. En particulier, on va pouvoir donc se pencher sur l'évaluation de l'expérience vécue, soit par exemple par les internautes, soit par exemple par une personne qui est en train d'utiliser une interface, une application, mais également pourquoi pas l'expérience vécue par des visiteurs qui découvrent un parc d'attractions. Bref, grâce à cette approche-là qui concerne, vous le voyez, une approche apparemment plutôt performance e-sport, on peut également, on a la volonté également, et on peut également décliner cette approche-là sur le cœur de métier d'Akiani, d'où l'idée, pour y revenir, de cette trame, de ce projet R&D que l'on porte de notre côté. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin du temps imparti. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci à vous deux, c'était très clair et très intéressant. Alors, il nous reste 1 minute 30 pour quelques questions. Je crois qu'on a eu juste une petite question, c'est est-ce que les slides seront disponibles? Alors, parce que donc il y a les slides qui s'affichent sur la vidéo, mais est-ce que vous allez mettre les slides sur le site ou pas? Alors, les slides purement, je ne sais pas pour l'instant, il va falloir qu'on discute entre nous avec Fabien. Bon, par contre, de notre côté, si vous voulez, sur l'approche, il y a une vidéo qui est disponible et une étude de cas également sur le site d'Akiani. Je crois on pourra préciser le lien si vous voulez. Ok, on a une question du coup. Donc, avez-vous pu observer s'il y avait une corrélation entre les variabilités caractéristiques interpersonnelles et le niveau de ranking des joueurs?
Alors ça fait partie effectivement, ça fait partie des travaux qu'on a mis en place. Ça fait également partie des résultats qu'on va conserver de notre côté, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une démarche qui est faite. C'est une démarche qui est faite, c'est une démarche qui a de l'importance, notamment dans le suivi des joueurs. Ce que je disais à l'instant, c'est que il faut que cet outil-là, il serve à la performance. Il ne faut pas qu'il serve juste à être une baguette magique et puis a priori faire briller des yeux. Donc ça fait partie des approches effectivement qu'on mène et des résultats qu'on garde en interne. L'idée, c'est que l'outil est assez générique et il permet d'estimer différents types d'états. Et vu qu'on a dans plein de caractéristiques pour caractériser les joueurs, ça permet potentiellement pas mal de nouvelles analyses, bien au-delà de ce qu'on a fait nous pour commencer, quoi. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez retrouver donc la vidéo a posteriori, hein, elles seront disponibles sur le site. Vous pourrez également retrouver les liens du site de Hakiani et de l'équipe Potioc sur le site de DataKitten. Merci. Je passe à la présentation suivante Merci et beaucoup. merci à tous les deux encore Merci à vous. pour votre Merci présentation. Yannick aussi. Hop. Merci Fabien. Bonne journée à tous.